Le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, rencontre les chefs coutumiers de Gagnoa. Au centre de la rencontre, la réconciliation nationale. Mutation du personnel du ministère de l'Éducation nationale, sujet au centre d'une réunion des directeurs régionaux et départementaux de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à Yamoussoukro. Présidentielle au Mali, des résultats officiels espérés ce jeudi. Le taux de participation au premier tour tourne autour de 50%. Bienvenue à tous dans votre édition. Commençons tout de suite par cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et les chefs coutumiers de Gagnoa. Soro Guillaume avait été invité à se rendre à Gagnoa par les chefs du département il y a quelques jours. Invitation réitérée à Yamoussoukro. Le point avec Victorien Angwa. Les chefs traditionnels de Gagnoa sont venus réitérer leur invitation au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. L'inauguration du siège provisoire de leur organisation et la pose de la première pierre du bâtiment définitif est un prétexte, déclare le président du conseil des chefs du département de Gagnoa. Pour lui, cela procède de la diplomatie coutumière pour résoudre les problèmes de l'heure. Aujourd'hui, les problèmes de la société ivoirienne sont, entre autres, l'emprisonnement de notre fils Laurent Gbagbo à La Haye, la détention de plusieurs fils du pays, dont certains sont originaires du département de Gagnoa, l'exil de beaucoup d'autres. Nul ne peut prétendre plus que nous se préoccuper de tous ces problèmes. Garant de la protection des populations dans les villages, nous avons conscience que c'est notre devoir d'aller vers les autorités de la Côte d'Ivoire que vous incarnez. En votre qualité de deuxième personnalité du pays, les chefs de village du département de Gagnoa voudraient vous prier d'intercéder auprès du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour qu'il ait une attention bienveillante et fraternelle sur les problèmes que nous venons d'évoquer. En réponse, le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Je suis là donc pour confirmer que j'irai à Gagnoa, et ce, le 15 août, j'irai à Gagnoa, parler avec les chefs, parler avec les jeunes, les femmes, les populations de Gagnoa. Les chefs ont évoqué des problèmes liés à la crise post-électorale. Je leur ai donné ma parole et promis que je transmettrai fidèlement toutes les doléances qu'ils ont soumises, n'est-ce pas, au président de la République. Le président de l'Assemblée nationale salue la diplomatie coutumière, empreinte d'humilité et de sagesse. Guillaume Soro exprime sa satisfaction et affirme qu'aller à Gagnoa vise un objectif, réconcilier les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Pour 2013, le programme national de cohésion sociale a un besoin de 4 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son plan d'action. À cet effet, le PNCS a échangé avec une délégation de la Banque africaine de développement. Les détails avec Herman Niamé. 7 milliards de francs CFA, c'est ce dont a besoin le programme national de cohésion sociale PNCS sur la période 2012-2015 pour la mise en œuvre de sa mission. Sur cette somme à mobiliser, l'État contribue à hauteur de 20%. Les 80% doivent être recherchés par le programme national de cohésion sociale auprès des partenaires au développement, d'où la présence de cette délégation de la Banque africaine de développement BAD dans ses locaux. Donc la Banque africaine de développement est venue voir un peu ce que nous avons comme projet et qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme projet à financer. Parmi nos projets, c'est la réparation des victimes, parce qu'il y a plusieurs types de victimes. Il y a des victimes au niveau communautaire, c'est-à-dire les centres socio-éducatifs, les foyers et tout ça. Mais il y a des victimes individuelles, dont les entrepreneurs qui ont perdu des biens. Comment les prendre en compte? Parce que la cohésion sociale, c'est les individus, mais c'est également les personnes morales. Seulement pour l'année 2013, le programme national de cohésion sociale a besoin de 4 milliards de francs CFA.
La Banque africaine de développement s'est dit prête à l'accompagner pour le financement de certains projets, notamment le renforcement des capacités des médias et le rapprochement entre forces républicaines de Côte d'Ivoire et population. Ce programme mis en place par l'État en 2012 a effectivement débuté ses activités en mai 2013. Ses missions principales, coordonner toutes les actions gouvernementales et des autres acteurs en matière de cohésion sociale et de réconciliation nationale, contribuer à la réduction des conflits, des nombreuses tensions et violences et appuyer les efforts de réhabilitation sociale des communautés. 2 télégrammes du président de la République dans ce journal. Le premier est adressé à son Excellence, M. Ueli Maurer, président de la Confédération helvétique. Monsieur le Président, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête nationale de votre pays. Je souhaite que sous notre commune impulsion, les relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos 2 pays se renforcent davantage pour le bien-être accru de nos populations respectives. Et le deuxième télégramme du président est adressé à Sa Majesté Juan Carlos, premier roi d'Espagne. Majesté, c'est avec une grande émotion que j'ai appris la triste nouvelle du déraillement ferroviaire qui a eu lieu près de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, au nord-ouest de l'Espagne, qui a causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes et fait plus d'une centaine de blessés. En cette douloureuse circonstance, j'exprime à votre Majesté, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mon nom personnel, ma profonde compassion et aux familles éplorées, mes condoléances les plus attristées. J'adresse également aux blessés mes vœux de prompt rétablissement. Les 2 télégrammes sont signés Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs accords ont été signés entre l'État ivoirien et les partenaires au projet d'extension du bloc Côte d'Ivoire 27. Ces accords devraient permettre à long terme d'accroître la production de l'électricité dans le pays par l'utilisation du gaz. Jean-Jacques Kwamiala. Selon le ministre de l'Énergie et du Pétrole, 70% de l'électricité est produite à base de gaz naturel, un gaz fourni par le groupe international Foxtrot. Donc quand vous vous rapprochez les 2 chiffres, 70% de la production nationale de gaz, 70% de l'électricité produite par le gaz, vous pouvez mesurer l'importance des signatures qui viennent d'intervenir ce matin, et surtout que ça permettra au groupe Foxtrot de déployer son programme d'investissement de plus d'1 milliard de dollars. Foxtrot continue avec un programme d'investissement très lourd pour lequel, grâce à ces accords signés ce matin, on pourra continuer avec beaucoup de sérénité. C'est pour assurer cette production de l'énergie que l'État de Côte d'Ivoire a signé ce jeudi au plateau 6 accords avec la Banque mondiale, Citibank et le groupe Foxtrot International. Des accords qui vise la production de l'électricité en abondance et bon marché. La population gagne la possibilité pour les entreprises donc, de fonctionner dans des conditions de sécurité énergétique. Donc c'est de l'emploi et puis c'est en abondance donc de moindre coût. Aujourd'hui, c'est une signature assez importante. Les montants en jeu sont importants et donc il permettra d'assurer la sécurité énergétique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de respecter nos engagements avec les pays de la sous-région à qui la Côte d'Ivoire vend de l'électricité. La Banque mondiale qui garantit les risques de ce projet à hauteur de 60 milliards de francs CFA a apporté son soutien à l'État de Côte d'Ivoire dans sa politique de sécurité énergétique. Et puis ce communiqué de la BCEAO à la suite des rumeurs faisant état de la non-validité de la pièce de 250 francs CFA dans les transactions effectuées par les opérateurs économiques. La Direction nationale de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire tient à rassurer les populations qu'il n'en est rien. En effet, la pièce de 250 francs CFA mise en circulation en 1992 a toujours coût légal et pouvoir libératoire illimité sur l'ensemble des 8 États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. À cet égard, elle demeure valable dans les échanges et paiements entre agents économiques. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest saisit cette occasion pour rappeler au public que toute pièce de monnaie de son émission mutilée ou devenue lisse par l'usage peut faire l'objet de reprises au guichet de ces agences.
Le cancer du col de l'utérus continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. En 2000, 26% de femmes affectées. Depuis, 6 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Le programme national de lutte contre le cancer veut faire de la prévention une priorité. Pendant 3 jours, les acteurs du système vont étudier et valider un document national sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Fatou Fofana pour plus de détails. Chaque année, 6 000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont détectés, avec 80% de décès en raison du diagnostic tardif. Prévenir plutôt que guérir, c'est la bataille que la Côte d'Ivoire a décidé de lancer contre le cancer du col de l'utérus. Comment prévenir la maladie et quelles sont les actions déjà menées pour y parvenir? Au niveau de la prévention primaire, c'est surtout la vaccination des fillettes de 9 à 13 ans. Et au niveau de la prévention secondaire, c'est le dépistage pour rechercher des lésions précancéreuses qui ne sont pas encore des lésions de cancer, mais si ces lésions ne sont pas découvertes tôt, peuvent évoluer dans 10 à 20 ans vers un cancer du col de l'utérus. Les principales concernées sont-elles informées de ces moyens de prévention et de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus? On sait que c'est une maladie qui est vraiment grave et dangereuse, donc comment on peut faire pour éviter? Là, je ne sais pas. Rendre la prévention plus efficace et plus accessible aux populations. Pour y parvenir, les acteurs du système sanitaire, les spécialistes du cancer du col de l'utérus et les partenaires internationaux sont réunis pendant 3 jours. Ils vont valider et rendre immédiatement disponible un manuel national de normes et directives pour la prévention du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. En matière de prévention, l'espoir reste permis. Une nouvelle méthode simple et peu coûteuse existe désormais. Elle est basée sur l'inspection visuelle, l'usage de vinaigre et peut se faire dans tous les centres de santé. Une autre maladie qui tue, c'est le VIH-Sida. Cette maladie fait des victimes en milieu scolaire. Pour lutter efficacement contre cette pandémie en milieu scolaire, les responsables du ministère de l'Éducation nationale ont organisé une rencontre. Le point avec Alvor Assa. Ce sont au total 29 directeurs régionaux et départementaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui ont été conviés à cette réunion. Une première du genre à l'éducation nationale, signe de l'engagement de ces gestionnaires de l'école dans la réponse du secteur éducation-formation dans la riposte contre le VIH-Sida. Il est important que nous puissions ensemble nous retrouver à la fin de l'année et aussi à l'orée de l'année 2013-2014 pour que nous puissions voir comment implémenter, comment exécuter les activités de lutte contre le VIH-Sida pour être plus efficaces et plus efficients. C'est avec l'intégration et la formation des enseignants, les inspecteurs, les encadreurs, c'est une bonne initiative nationale. Il y avait les 1000 des élèves et les 1000 des enseignants déjà formés. Et je pense que c'est une bonne démarche. Il y a le travail encore, il y a plus de faire parce que les jeunes, c'est sûr, ils doivent bien comprendre le VIH et le risque et pensent de leur avenir et le meilleur choix qu'ils peuvent faire pour leur vie. Précisons que dans l'organisation nationale de la lutte contre cette pandémie, chaque ministère technique est invité à prendre une part active à travers le développement d'approches spécifiques de prévention et de soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH-Sida au bénéfice de sa population. Et c'est ce que fait le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Mutation du personnel du ministère de l'Éducation nationale. Le sujet est au centre d'une réflexion des directeurs régionaux et départementaux de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique à Yamoussoukro. Innovation, un logiciel est utilisé grâce au TIC et les travaux se font en 2 et non en 1 mois comme par le passé. Alvor Assa, une fois encore, sollicité. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, en organisant cette rencontre ici au lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, entre directeurs régionaux, directeurs départementaux et inspecteurs, veut désormais une meilleure gestion sur toute l'étendue du territoire de son personnel. Et c'est pourquoi il a décidé de faire la mutation des enseignants et personnels d'encadrement en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
dite mutation assistée par ordinateur. Et cela se fait en 2 jours pour le traitement de tous les dossiers, alors que par le passé, il fallait 1 mois. J'avoue que nous sommes pratiquement passés de l'âge de la pierre taillée à l'âge des étoiles, puisqu'aujourd'hui, nous opérons à travers un logiciel qui est le GESMUT. Maintenant, il faut savoir qu'on peut demander à être muté pour convenance personnelle, on peut demander à être muté pour rapprochement de conjoints et on peut demander à être muté pour raison de maladie. Selon Mamadou Barro, par ailleurs, c'est une véritable innovation, même une révolution. Les mouvements des éducateurs, conseillers d'éducation et d'orientation, inspecteurs d'orientation et d'éducation, enseignants du primaire et du secondaire, à leur demande cette année seront faits au plus tard le 9 août. Ils pourront donc se rendre dans leur nouvelle localité pour préparer la rentrée scolaire 2013-2014 pour un meilleur rendement. Et plus de 2649 enseignants et directeurs d'études du privé en formation au lycée moderne de Trècheville. À l'issue de cette formation, il leur sera délivré une autorisation d'enseigner. Honorine Ngori. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'est rendu compte que les établissements privés recrutaient eux-mêmes leurs enseignants sans tenir compte de leur diplôme et la formation préalable d'enseignants. Dans le souci d'assainir l'enseignement privé, la tutelle a décidé que seuls les enseignants détenteurs d'autorisation d'enseigner peuvent exercer dans le privé depuis l'année dernière. Les enseignants des établissements privés ont besoin d'avoir les mêmes procédures, les mêmes éléments de gestion pour que les élèves affectés dans le privé ne soient pas pénalisés. Fratmat doit publier la liste des établissements autorisés. Si vous choisissez un établissement qui ne figure pas sur cette liste, ça veut dire qu'il n'est pas autorisé. Pour les enseignants et directeurs d'études, cette formation est à saluer. Cette formation est la bienvenue dans la mesure où il faudrait que nous, enseignants du privé, nous soyons aussi au même niveau d'information que nos collègues dans les établissements publics. La formation est la bienvenue puisque nous parlons d'une autre formation qui est l'APC. Et avec cette formation-là, nous voulons vraiment aller loin avec les enfants, c'est-à-dire améliorer un peu leur rendement. Il était utile pour moi d'avoir une formation au moins pour voir un peu ce qui peut changer, ce qui peut amener à m'améliorer un peu sur le terrain. Cette formation sera sanctionnée par une délivrance d'autorisation d'enseigner ou de diriger aux participants en vue d'un meilleur encadrement des élèves du primaire et du secondaire de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. Pour la prochaine rentrée scolaire, le déficit en personnel éducatif devrait être réduit. 871 nouveaux promus issus de la 49e promotion de l'UNS, l'école normale supérieure, vont rejoindre les effectifs sur le terrain. Ils ont effectué leur sortie hier après 2 ans de formation. La promotion est baptisée Soroki Bafori Guillaume du nom du président de l'Assemblée nationale. Brouléon pour plus de détails. 871 nouveaux professionnels de l'éducation, professeurs, inspecteurs, conseillers et éducateurs forment la 49e promotion de l'école normale supérieure d'Abidjan, ENS, baptisée Soroki Bafori Guillaume, du nom du président de l'Assemblée nationale. Ces futurs fonctionnaires s'engagent à servir l'État avec loyauté, dévouement et fidélité, 3 vertus qui caractérisent selon eux Guillaume Soro, leur modèle. Pour le directeur de l'ENS, il constitue les premiers produits d'une formation sur la base du départ nouveau, marqué par le retour à l'ENS de la note éliminatoire 9,99 sur 20. Ce sont les meilleurs qui sortent et ceux qui redoublent, s'ils ne sont pas capables de franchir l'étape, ceux-là, ils sont renvoyés. En plus de cela, ceux qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont eu? Après la partie théorique, ils sont allés déjà faire le terrain. Représentant le président de l'Assemblée nationale, parrain de la promotion sortante, le président de la commission électorale indépendante a prodigué des conseils aux filleuls de Guillaume Soro. Armez-vous de courage, car vous en aurez besoin
pour affronter les nombreux défis de la vie professionnelle. Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables, comme la corruption, la paresse et le favoritisme, qui sont sur le chemin du développement de toute carrière d'enseignant et éducateur. La promotion Guillaume Soro sort après 2 années de formation à l'issue du concours d'entrée à l'ENS, session 2010, repris en 2011. Ces 871 diplômés ont donc reçu des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale les félicitations du gouvernement. Le concours Génie en herbe OADA 2013 a été lancé, concours initié par l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Cette 5e édition enregistre la participation de divers pays de l'espace OADA. Patricia Omouetia. Le concours OADA Côte d'Ivoire, initié par l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, célèbre l'excellence du droit des affaires et communautaires. Cérémonie de lancement sobre et co-animée par les étudiants juristes. Dans ses propos liminaires, le président de l'AEJCI encourage les candidats des délégations présentes à cette cérémonie de lancement. Le but du concours, c'est de faire non seulement la promotion du droit des affaires OADA en milieu universitaire principalement, et d'inviter ou inciter les pays membres, les pays qui ne sont pas encore membres de cette institution, à adhérer à cette institution. Et comme on l'a dit, les étudiants sont les praticiens de demain. Leur inculquer, en tout cas tous les rudiments pour être les meilleurs magistrats, les meilleurs professionnels de droit concernant ce droit des affaires qui est récent, 1993, mais qui n'est pas suffisamment appliqué par nos États. La délégation nigérienne, dont c'est la première participation, se dit prête à occuper la première place. C'est vrai, c'est notre première participation, mais nous sommes venus aussi pour gagner. Sur cette délégation attendue, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger sont présents. Les tours préliminaires se poursuivent. La finale du concours est prévue le 18 octobre prochain à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Rendons-nous dans la région du Gbeke où 40 relais communautaires ont été formés sur les violences basées sur le genre. C'est dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice en Côte d'Ivoire. Kwadjo Kwame. Comment prévenir la recrudescence des violences basées sur le genre? Problématique qui amène la clinique juridique de Bouaké à organiser un atelier de formation de 40 relais communautaires de Gbeke et du Ambol. Objectif, rendre ces relais communautaires plus efficaces et plus efficients dans leurs différents milieux. À travers leur canal, la clinique juridique mènera des activités de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, identifiera les problèmes de droit récurrents ainsi que les personnes vulnérables qu'ils vont leur référer pour une prise en charge juridique et judiciaire. Quand nous sommes dans un cas de violence basée sur le genre, la personne a la possibilité d'agir aussi bien au niveau civil qu'au niveau pénal. Au niveau civil, la victime peut demander réparation du préjudice qu'elle a subi. Lorsqu'elle veut intervenir sur le cas pénal, la victime peut déjà déposer une plainte au niveau de la gendarmerie ou du commissariat. Si elles n'ont pas gain de cause, elles peuvent saisir directement le procureur de la République. Il existe différents types de violences basées sur le genre et les facteurs les engendrant sont aussi nombreux. Il y a plusieurs formes. Il y a des violences verbales, il y a physiques, morales, émotionnelles. Et ce que nous constatons beaucoup à Bouaké, c'est les viols surtout. Lorsque un enfant a l'habitude d'assister à des scènes de ménage entre son père et sa mère, lorsqu'il voit que son père bat sa mère tout le temps, lorsqu'il voit qu'il n'a pas droit à un repas par jour, il pense que c'est ça qui est la norme. Et lui, il va donc reproduire ceci là lorsqu'il va grandir. Quelles que soient les causes, les violences basées sur le genre sont condamnées et condamnables. Quel que soit l'habillement des femmes, il n'est pas normal qu'une personne aille violer une femme. Elles ont aussi un droit. Et ce droit, en ce sens que Dieu même, en les établissant, n'a pas demandé ou bien n'a pas suggéré à ce que la femme soit assujettie à tous ces genres de violences, qu'elle soit plutôt l'objet d'attention, d'amour. Les conséquences interpellent l'implication des autorités. Les violences basées sur les genres ont été favorisées à cause de l'impunité. Les auteurs doivent être punis. Selon l'OMS, dans le monde, une femme sur 3 en a déjà été victime.
En Côte d'Ivoire, ces violences ont pris de l'ampleur alors que le viol est puni de 10 à 20 ans d'emprisonnement et les coups et blessures de 5 à 10 ans. Bogny-Redougou, dans le département de Dabakala, attend son développement qui doit venir de l'unité des cadres. Une rencontre a été organisée à cet effet pour examiner les difficultés qui freinent le développement de la région. Yarasuba Larsen. Bogny-Redougou, porte d'entrée du département des Djimini, est située à 33 km de Dabakala, chef-lieu de département. La commune de Bogny-Redougou compte 19 villages. La population globale est estimée à 10 000 habitants. Cette localité regorge d'énormes potentialités économiques. L'igname et la noix de cajou sont suffisamment produites, mais peu rentables. Au niveau communal, 25 000 tonnes de noix de cajou sont récoltées par an, pour un revenu en dessous de 6 milliards de francs CFA escomptés par les producteurs. Quant à l'igname, la mévente est une préoccupation pour les cultivateurs. Nouvelle igname, ce n'est pas encore répandu sur le marché. J'avais demandé à 250 francs le kilo, mais les Djoula, ils viennent, ils prennent à 115 francs ou 200. Nos élites, c'est-à-dire que ceux qui sont intellectuels, effectivement, quand ils s'imprègnent de la politique, ils ne viennent pas investir chez eux. Une situation qui ralentit le développement économique et social de Bogny-Redougou. Face à cette inquiétude, des actions de réflexion sont menées par les autorités préfectorales et municipales pour un meilleur encadrement des acteurs économiques du terroir. Les deux maires nous ont montré un signe de fraternité et de réconciliation vrai. Et nous en sommes heureux et je félicite le maire sortant qui se montre ouvert à aider son jeune frère à travailler. Il faut que vraiment tous les cadres viennent et qu'on se mette ensemble pour construire une véritable économie. Ce sont nos doyens, ce sont nos grands frères, ce sont nos pères, ce sont mes premiers conseillers. Le maire sortant, Antoine Tsongalo Ouattara, laisse à son successeur, dans une caisse de la mairie, plus de 170 millions de francs CFA et plusieurs projets dont les travaux sont très avancés. Nous sommes en période de carême musulman et elles sont nombreuses ces personnes qui mènent des activités demandant assez d'efforts physiques. Kwasi Mamadou les a rencontrés, son compte rendu. De façon générale, certains fidèles musulmans parviennent à lier leurs activités quotidiennes à la recommandation divine pendant le mois de Ramadan. En ce moment de pénitence, elles sont nombreuses, ces personnes qui mènent des activités physiques pour gagner leur pain quotidien. C'est fatigant, mais on fait avec pour pouvoir avoir une bénédiction d'Allah. Ce n'est pas le cas pour Samake Oumar. La trentaine passée, cet homme qui fait le métier de casseur de bois vit difficilement le mois de jeûne musulman. S'il y a beaucoup de clients là, souvent ils fâchent pour partir. Parce que c'est un qui n'a pas fait vite là, ils fâchent, il s'en va. Footballeur, chauffeur, apprenti chauffeur, maçon, des métiers qui exigent une grande dépense d'énergie. Cependant, pas question de se dérober. Beaucoup tiennent à honorer ce mois sacré. Tout à l'heure, je viens de terminer un match au complexe d'Angré. Je me suis rendu ici encore. Je vais jouer mon dernier match, terminer à 18h puis aller chercher à rompre mon jeûne. Le matin, si tu joues, quand le soir, ça fatigue un peu, quoi. Donc, on est obligé de jouer le soir pour récupérer un peu pour manger. Je garde ma foi, je me mets sur le boulot quotidien, il faut le faire avec beaucoup de passion. Dans les bureaux, pas d'effort physique à fournir. Le jeûne est vécu différemment. Un moment de partage qui, selon certains, vient renforcer la fraternité et la solidarité. C'est un mois de stage qui nous forge à cultiver un certain nombre de valeurs qui doivent se ressentir tout au long de la vie que nous menons sur terre. L'islam ne fait pas de distinction entre voisins musulmans et voisins non musulmans. Nous sommes au même niveau. Difficile pour certains ou facile pour d'autres, le jeûne nourrit l'âme et pour nourrir le corps, il faut alors travailler. Présidentielle au Mali, on devrait connaître les résultats officiels du premier tour ce jeudi 1er août. Depuis dimanche, la polémique fait rage. Il y a eu d'abord la diffusion des résultats non officiels sur des médias locaux, puis l'annonce par les autorités de résultats partiels sans chiffres, mais avec cette présomption d'une victoire dès le premier tour du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, ce qui a suscité la colère de son rival Soumaïla Cissé. Son parti dénonce un bourrage des urnes et croit à un deuxième tour. Le taux de participation au premier tour tourne autour de 50%.
La pression monte en Égypte. Les frères musulmans sont en quête d'une stratégie. Le gouvernement menace de recourir à la force pour mettre un terme au sitting des partisans des frères musulmans au Caire. Ces derniers refusent de céder à la pression malgré l'affaiblissement de leur direction. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.